Ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est un langage qui est universel. Je crois que pour tout Africain de la diaspora, c'est encore une fois intangible, hein. Moi, je crois que c'est dans l'ADN. Il y a toujours tôt ou tard cette envie de retourner chez soi, que ça aille bien ou pas. Afro Immobilier, le cabinet. Afro Immobilier offre des services conseils en acquisition de biens immobiliers aux membres de la diaspora souhaitant acquérir des propriétés en Afrique. Notre cabinet aide à trouver et à négocier des biens immobiliers de haute qualité en utilisant des techniques de surveillance exclusive et un accompagnement complet ou à la carte. Nous offrons également des services conseils en crédit immobilier pour nos clients, les aidant à obtenir les meilleures conditions auprès de nos institutions financières partenaires. Pour plus d'informations ou prendre rendez-vous avec l'un de nos agents, contactez-nous à travers nos différents canaux de communication. Bonjour Wilfried Ouédraogo, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui à la Tribune pour le Peuple. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'entrepreneuriat et plus précisément à l'immobilier. Tu as un parcours très intéressant. Tu es un vrai globe-trotter, si je peux dire ça comme ça. Tu es né au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Tu as vécu 4 ans en Chine, 8 ans au Japon. Tu as choisi de poser tes valises en 2001 dans la belle province de Québec. Tu as étudié les finances et le marketing à l'Université Laval avant de débuter ta carrière dans le secteur bancaire comme conseiller financier. Passionné par l'immobilier et le crédit hypothécaire, tu t'es ensuite orienté vers le rôle de spécialiste hypothécaire dans 3 institutions financières qui ont pignon sur rue ici au Canada. De 2011 à 2022, tu as été réserviste pour les Forces armées canadiennes et aujourd'hui, tu es fondateur d'Afro Immobilier Inc., un cabinet de services immobiliers. Mais surtout, Wilfried, tu fais partie de ceux qui transforment les mots en actes, les rêves en projets concrets. Là où beaucoup parlent des opportunités en Afrique, toi, tu les saisis. Avec Afro Immobilier, tu bâtis des ponts entre les diasporas, les investisseurs et le continent, en ouvrant la voie dans un secteur exigeant, l'immobilier. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat, de vision et de cette passion qui t'anime, l'immobilier et le business. Wilfried, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, parlons un peu de ton parcours et de tes débuts. Tu as travaillé, comme je l'ai dit, dans la finance, dans l'armée, dans l'immobilier. Tu es aussi propriétaire d'un restaurant. Quel est le fil conducteur que tu vois entre tout ça? Alors, il y a 3 mots qui me viennent en tête. La passion. La passion, parce que pour pouvoir entreprendre, je crois que la base, il faut trouver sa passion. Et quand on est passionné, on est prêt à tout affronter. Parce qu'on ne sent pas qu'on travaille quand on est passionné. Okay. Alors, je dirais la passion, la discipline, parce que si on est passionné et indiscipliné, on ne peut pas aller très très loin. Et la curiosité. Parce que il ne faut jamais être assis sur ses lauriers. Quand je parle de curiosité, on parle beaucoup d'IA maintenant. Alors, si on n'est pas curieux par rapport à ce que l'IA peut apporter dans son domaine, ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu l'utilises, l'intelligence artificielle, dans ton secteur d'activité actuellement? Je commence par les automatisations, par des chatbots ou notre cher ami ChatGPT qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations en peu de temps. Encore faut-il la vérifier. Mais oui, absolument. Je crois que celui qui ne l'utilise pas aujourd'hui peut écourter l'espérance de vie de son entreprise. Ok. Intéressant. Tu as été réserviste pour les Forces armées canadiennes. Est-ce que tu as déjà été déployé? Non, je n'ai pas eu ce privilège. Alors, j'étais réserviste, donc ce qui veut dire à temps partiel, sauf des fois l'été. Et pour les déploiements, souvent, c'était sur plusieurs mois. Moi, je travaillais comme courtier hypothécaire, donc l'été, c'est la période la plus chaude parce qu'au Québec, la plupart des gens déménagent en juillet. D'où le premier hier. Voilà. D'accord. Donc, c'est une période qui est très occupée. Mais je donnais surtout des cours. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai donné un cours à plus d'une centaine de militaires de cours en guerre hivernale. Alors, une anecdote parce que vous imaginez un Africain c'est pour ça que qui je souris. donne un cours de guerre hivernale
à des Canadiens. D'accord. Donc, je me rappellerai toujours de cette expérience incroyable. Excellent. Alors, parlons entrepreneuriat, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'immobilier et pourquoi ce secteur? Alors, quand j'ai commencé dans le domaine comme conseiller financier, j'ai un client, comme quoi il y a des gens qui te marquent, même si tu ne les rencontres pas pendant très longtemps. Il m'a toujours dit, le béton ne ment pas. Je dis, mais pourquoi le béton ne ment pas? Pierre. C'est là où il m'a expliqué que la pierre, ça traverse le temps, ça permet de générer des revenus passifs. Et aussi, la plupart des gens qui ont, j'aime pas le mot réussi, parce que réussir, c'est très relatif, mais qui ont bâti une belle valeur nette, ont toujours de l'immobilier. C'est le dénominateur commun, en fait. Mais moi, j'avais cette passion déjà, parce que quand je vais, partout où je vais, je voyage, quand je vois un bel immeuble, j'ai envie de rentrer voir comment c'est fait, comment c'est construit. Ou quand c'est un immeuble qui n'est pas si beau, j'aime voir comment on peut l'optimiser, parce que chaque propriété, chaque immeuble, même chaque personne a toujours quelque chose de bon à développer en soi. Donc, voilà. La beauté, c'est subjectif. Effectivement. Mais voilà, je pense qu'il y a des standards qui permettent de répondre à certains besoins, comme d'abord se loger. Et quand on monte un peu plus haut dans la pyramide de Maslow, bon, entre se loger et avoir sa maison de rêve, il y a quand même un gap là, mais bon, pour se loger, c'est un peu moins subjectif. En quoi est-ce que tes études en finance et en marketing t'ont aidé à te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce qu'elles t'ont aidé finalement tes études dans ton domaine actuel? Oui, absolument. Absolument. Alors, je dirais que les finances, parce que tout à l'heure, je parlais de passion, de discipline, mais si on ne sait pas compter, c'est banqueroute. Voilà. Donc, entre ce qui rentre et ce qui sort, enfin, ça, c'est la base, hein, mais c'est important sans être maîtriser la finance ou la comptabilité. Moi, j'ai étudié en administration des affaires, donc finance et marketing. Donc, je pense qu'il faut avoir il faut avoir un aperçu de l'ensemble, mais travailler avec des professionnels. Donc, au moins pour contre-vérifier ce qu'on te raconte, ce qu'on te dit. Donc, ça, c'est la partie finance. Et la partie marketing, parce que vous avez beau avoir le meilleur produit, le meilleur service, si vous pouvez pas, si vous savez pas comment le faire connaître, ni le vendre, encore une fois, c'est banqueroute, quoi. Donc, il faut que la passion soit bien encadrée pour que ça soit bancable. Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur ou est-ce qu'il te faut des qualités innées pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, il peut y avoir de... Oui. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Parce qu'on voit qu'il y a une tendance, tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut se lancer dans son propre business pour être son propre patron. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ce projet-là est accessible à tout le monde? Oui. Oui, dans la mesure où tu vas me trouver fatigant avec ma passion, là. Mais d'ailleurs, j'ai commencé à écrire un petit livre sur l'équilibre. Et je pense que, selon moi, le défi, c'est de trouver très rapidement ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Son why. Voilà. Et à partir de là, on peut travailler dans ce domaine comme travailleur autonome, parce que ce qui est difficile quand tu es entrepreneur, c'est le temps que tu mets à bâtir, les heures de sacrifice. Mais quand on se sacrifie dans quelque chose qu'on aime, on le sent un petit peu moins. Mais est-ce que la passion suffit toujours? Est-ce que tu penses que juste avoir une passion peut te mener à l'auto-entrepreneuriat? Alors, est-ce que ça ne prend pas d'autres compétences? Non, absolument. Mais c'est la base. Parce que si on n'est pas passionné, même si on est mal entouré, il y a des chances qu'on abandonne rapidement. Mais l'ingrédient essentiel, c'est la passion, parce que c'est l'intangible. Hein. Il faut le trouver le plus tôt possible. Et après, on s'entoure donc de mentors, de personnes compétentes. Et je pense que quand on est bien entouré, c'est pas parfait, mais on limite en fait les risques d'échec. D'accord. Donc, pas forcément avoir des compétences innées, mais s'entourer de bonnes personnes qui peuvent te permettre justement de développer ces compétences Absolument. Pour ton projet d'entrepreneuriat. Absolument. Mais tout le monde... Et ça me fait toujours penser aux consultants, ou enfin, les gens qui travaillent pour des boîtes qui sont des salariés qui sont très compétents. Et s'ils aiment vraiment ce qu'ils font, ils peuvent devenir consultants. Consultant, c'est un entrepreneur aussi. C'est juste que les services
où les produits que la personne vend vont être rémunérés à sa juste valeur. Et si tu es vraiment compétent, ben, tu engages d'autres consultants et tu ouvres un cabinet. Prenez note, s'il vous plaît. Alors, l'Afrique est souvent perçue comme un continent de défis. Wilfried, toi, tu y vois un continent d'opportunités. Comment est née l'idée d'investir en Afrique et tout particulièrement dans la pierre? Ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est un langage qui est universel, que vous faites de l'immobilier au Canada, en Asie, en Afrique. C'est souvent les mêmes règles, les mêmes paramètres qui s'appliquent pour pouvoir bien acheter, investir, etc. Donc ça, j'aurais pu le faire partout dans le monde. Mais je suis né au Burkina Faso. Alors, je crois que pour tout Africain de la diaspora, c'est encore une fois intangible. Hein. Moi, je crois que c'est dans l'ADN. Il y a toujours tôt ou tard cette envie de retourner chez soi, que ça aille bien ou pas. Et particulièrement, moi, dans mon cas, j'ai eu l'opportunité d'acquérir des compétences, d'être bien entouré. Et je crois que cette expertise peut être utile en Afrique parce que le potentiel est là, mais ce n'est pas parce qu'on dit que qu'il y a des risques qu'il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a toujours moyen de minimiser les risques quand on est bien entouré et que on fait ce qu'il faut, quoi. Excellent, excellent. Quelles sont les stratégies que tu as mises en place pour trouver des manières de concrétiser ton projet? Tu parles effectivement du fait que tu sois bien entouré, mais est-ce qu'il y a des stratégies, puisque tu es venu ici en 2001? 2001. Oui. Donc 2001, de 2001 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comment est-ce que toi, tu as mis en place des stratégies, tout en connaissant aussi le contexte géopolitique en Afrique? Comment est-ce que tu as concrétisé ça de manière concrète? Alors, c'est vrai qu'en Afrique, il y a souvent des soubresauts politiques, mais si on regarde de manière générale, souvent le côté business est peu ou pas affecté par le politique, en fait. Parce que même si le pays est en guerre, les affaires continuent habituellement, c'est juste qu'on en parle un peu moins. Ça n'effraie pas justement les investisseurs qu'il y ait un conflit en se disant, mais là, c'est un pays à risque et finalement, je ne vais peut-être pas investir mon argent ici? Absolument. Par contre, ça ne fait pas peur. Moi, je travaille avec les gens de la diaspora. Oui. Et si tu es de la Côte d'Ivoire et que tu aspires à retourner chez toi un jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas y aller. Maintenant, pour les investisseurs, oui. Surtout dans les pays qui sont en période d'élection, où il peut y avoir on va dire des surprises. Et quand il y a des mauvaises surprises, ça peut paralyser l'économie. Quand on est en élection, comme je pense qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est en élection cette année, le Cameroun, c'est toujours mieux d'attendre un petit peu que les élections passent. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'après, on en a pourquoi 4 ans. Il y en a qui font des fois 2 mandats, donc il y a une stabilité qui vient après. Okay. Mais en période d'élection, je dirais que si ce n'est pas dans ton pays, attends un peu. Mais quelles sont les stratégies que toi, tu as mises en place concernant ton projet en Afrique? Alors, ça a pris du temps. En fait, ce qui prend du temps, c'est de trouver les bons partenaires. Donc, au niveau des stratégies, j'ai été référé donc des contacts chauds. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Oui, alors un contact chaud, c'est ce que j'appelle une passe décisive. Donc, par exemple, si toi, tu connais une banque au Mali qui est ouverte à financer les Maliens de la diaspora et que tu me le réfères, moi, je vais appeler le contact de la part de Salimatou. C'est un contact chaud. Donc, un contact sûr? Pas sûr, mais j'appelle de la part de quelqu'un. Donc, il y a déjà une ouverture. D'accord. Versus un contact froid. Si je prends le bottin téléphonique et j'appelle les banques au Mali, bonjour, est-ce que... Non, je connais personne. D'accord. Peut-être que j'aurai jamais le contact que tu m'as donné parce que je suis passé par quelqu'un qui connaît le contact. Donc, c'est ça. Chaud, c'est que c'est direct. Froid, ça peut fonctionner, mais c'est beaucoup plus de boulot. D'ailleurs, il y a des pays où je n'avais pas de contact chaud. Donc, je suis allé voir les banques. Exemple, au Sénégal, j'ai appelé. Tu as frappé aux portes, tu as pris rendez-vous pour, pour vendre ton projet. Pour trouver les partenaires. D'accord. Exactement. Pour trouver des banques, pour trouver des promoteurs immobiliers sérieux qui offrent des produits intéressants pour la diaspora.
C'est-à-dire des biens, par exemple, où voilà, il y a des mécanismes qui permettent d'éviter les délestages. Parce que tu ne vas pas acheter un bien et après 2-3 jours, il y a une coupure. Voilà. Donc, il y a des fois où il a fallu taper à 9 portes avant que la 10e s'ouvre. Hein. Ok, donc parcours du combattant quand même. Exact, tout à fait. Donc, des fois, c'est chaud, des fois, c'est un peu plus froid. Mais quand on aime, quand on est déterminé, quand on a une vision, moi, je n'ai pas peur de l'échec. Hein. J'aurais pu frapper 100 portes. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager? Il faut être passionné. Oui, passionné, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas qu'il faut être réaliste aussi? En se disant, mais écoute, là, j'ai tapé à 100 portes, il n'y en a aucune qui sont... Il n'y a aucune porte qui s'est ouverte. Est-ce que c'est réaliste, mon projet? Ou on continue, on se dit peut-être que la 101e porte, ce sera la bonne? Comment est-ce qu'on fait? Alors, j'espère que personne n'aura à faire 100 portes. Mais moi, je pense toujours que quand l'idée, elle est bonne, et qu'il y a des humains derrière les institutions, c'est toujours possible de se parler et de trouver une solution. Moi, dans la plupart des cas, j'étais le premier cobaye. Écoute, moi, je vais tester la relation. Et je donne un exemple, par exemple, au Canada, quand on fait du référencement, souvent, on a une commission, on est payé par la banque ou le courtier. D'accord. En Afrique, vu que c'est nouveau, ils ne payent pas. Donc, souvent, il faut travailler gratuitement, bénévolement, pour bâtir la confiance, pour pouvoir voir comment le partenaire travaille avant de le monétiser, en fait. D'accord. Donc, et ça, l'entrepreneur doit savoir que ce n'est pas tout de suite que les sous vont venir. Souvent, il faut faire beaucoup de bénévolat, beaucoup d'heures dans le vide pour atteindre son objectif. Comment trouver des partenaires fiables quand on n'est pas natif du pays cible? Comment est-ce qu'on fait pour se bâtir justement ce réseau quand on ne connaît pas, quand on arrive Et je te pose cette question, Wilfried, parce que ton entreprise Afro Immobilier est présente dans 9 pays d'Afrique, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Congo-Kinshasa, le Ghana, le Libéria, le Burkina Faso, bien évidemment. Il ne saurait en être autrement. Et prochainement, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont en cours. Donc ça, c'est pour la zone Afrique. Maintenant, en ce qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes, tu es présent en République dominicaine et le Mexique. Oui. Bahamas, bientôt? Peut-être. Un pays à la fois. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu as fait pour te créer, pour te constituer, jour après jour, ce réseau qui te permette de t'implanter dans tous ces pays-là? Principalement par des contacts chauds. Chaud, d'accord. Parce qu'avant de cibler un pays, il faut voir aussi la stabilité économique, stabilité politique. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui font? Parce qu'une de mes niches, c'est d'accompagner les investisseurs dans des propriétés qu'ils peuvent louer en location courte durée. Et ça passe souvent par des références. Donc, je vais contacter des courtiers immobiliers ou des contacts que j'ai ici. Et quand j'en ai pas, je passe par les ambassades. Et quand on passe par l'ambassade, parce qu'ils ont toujours le volet économique, donc est-ce que vous pouvez mettre en relation avec telle ou telle entité par rapport au projet que j'ai? Donc quand je n'ai pas de contact chaud, je passe par l'ambassade qui est un contact tiède, je trouve, parce que bon, là je viens de l'ambassade et non de quelqu'un directement. Et ça fonctionne quand même parce que bon, l'ambassade étant une entité, voilà, le conseiller économique m'a donné votre contact. Alors donc ça ouvre la porte à la discussion. Ça ne veut pas dire que ça va se conclure, mais au moins, ça donne l'opportunité de discuter. Et je crois que quand on a l'opportunité d'avoir cet échange, là, comme les Ivoiriens le disent, la balle est dans mon camp. Donc, c'est à moi de démontrer que voilà, j'ai besoin d'eux et que ça peut être un partenariat win-win. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il faut absolument connaître la culture d'un pays pour réussir un investissement? Est-ce que tu as été dans tous ces pays-là? Pas dans tous. Presque. Nigeria, pas encore. Okay. Tu vises les 54 États 2028, c'est mon objectif, d'être le premier cabinet de courtage en Afrique. D'accord. Et d'être présent dans tous les pays en Afrique. Alors, 2028, c'est demain. Oui, il reste 2 ans et demi. Mais ce qui est intéressant, une fois qu'on est lancé, parce qu'il y a souvent des pays qui vont attendre de voir comment ça se passe avec les autres pays.
Et je travaille beaucoup avec des banques qui sont installées dans plusieurs pays. Je donne un exemple. Ecobank, par exemple, si j'arrive à conclure un partenariat avec eux, ça peut m'ouvrir la voie un coup à 7, 8, bref, une dizaine de pays. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'avoir des partenaires qui ont des tentacules déjà dans plusieurs pays, ce qui va m'éviter de devoir voyager dans 54 pays. Hein. C'est quand même épuisant. Mais enrichissant. Absolument. L'Afrique est multiple, elle est plurielle. Donc, absolument. Mais en tout cas, c'est l'objectif 2028. Donc la culture, il n'est pas nécessaire de connaître la culture du pays. Si déjà tu as ces partenaires financiers, tels que les banques, qui peuvent justement t'aider à t'implanter sans connaître la culture du pays. Non, en fait, c'est ça qui est sympa avec l'immobilier, c'est que c'est le même langage international. Donc, c'est le prix. Au niveau du financement, les modalités souvent se ressemblent. Par contre, ce qui va changer, c'est peut-être les conditions. Moi, au Sénégal, par exemple, j'ai 25 ans d'amortissement. Au Burkina Faso, c'est 7 ans. Non, 5 ans même. Donc, mais en termes d'acheter un bien, soit pour un besoin personnel ou pour l'investissement, c'est un langage universel. Donc, ce qui facilite, en fait, on n'a pas besoin de connaître la culture d'un pays pour y investir parce qu'il y a des paramètres, en fait, pour faire l'acquisition d'un bon bien immobilier et qui se ressemble beaucoup là d'un pays à l'autre. Parfait. Alors, tu m'as un peu devancé tout à l'heure. Tu as investi dans les zones dites à risque et je fais référence bien évidemment au Burkina Faso et au Mali, potentiellement la Côte d'Ivoire et le Cameroun dont les élections auront lieu en octobre 2025. Est-ce que cela inquiète tes investisseurs? Comment est-ce que tu gères ça? Tu as brièvement répondu tout à l'heure, mais les natifs, non. Si je parle d'un projet immobilier à un Camerounais, lui, en fait, que les élections se passent bien ou pas, c'est ce que tu disais. Mais pour les investisseurs, effectivement, on va regarder ces paramètres-là, surtout s'ils hésitent entre plusieurs pays. Je sais, par exemple, actuellement, le Ghana est très en vogue. Donc, stabilité politique. Absolument. Donc, ça peut être l'élément déclencheur pour un investisseur. S'il hésite entre deux pays, il va peut-être aller dans un pays où il n'y a pas d'élection l'année en cours. Alors, parlons un peu maintenant de santé mentale. Anne-Solène Rioux parle de la solitude et de la charge mentale dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un vécu pour toi? Absolument. Je crois que tout entrepreneur passe par là et le vit même, je dirais pas quotidiennement, là j'exagérais, mais parce que souvent on a des idées que notre entourage ne comprend pas. Et d'ailleurs, ça oriente aussi le type de personne avec qui tu finis par fréquenter, parce que j'ai absolument rien contre un salarié, mais il ne vit pas les mêmes struggles qu'un entrepreneur, qui des fois, moi j'appelle ça le syndrome bipolaire, là. Aujourd'hui, ça va très bien, demain, ça va mal, après-demain, ça va très bien. Donc, ça peut amener souvent à échanger avec d'autres entrepreneurs qui connaissent aussi ces réalités pour sortir un petit peu de cette solitude-là. Mais oui, des fois, on se retrouve seul, surtout quand ça va moins bien. Mais est-ce qu'il y a un club, justement, où c'est pas un gentleman club, c'est pas comme ça que je l'appellerais, mais des entrepreneurs. Peut-être pas déprimés, mais justement, tu sais, d'avoir ce réseau où tu peux venir faire part de tes difficultés dans l'entrepreneuriat et écouter les conseils, les vécus d'autres pour peut-être minimiser certaines... Est-ce qu'il y a ce support, ce filet, ce network pour pouvoir justement vous aider à... Il existe peut-être, je ne suis pas au courant. D'accord. Mais personnellement, plutôt moi, dans mon cas, j'ai tendance à m'adresser à d'autres entrepreneurs qui ont plus d'expérience. Il y en a même qui sont devenus des amis. Donc, quand c'est un peu chaud, comme on dit, bon, je les appelle, je dis, est-ce que tu as déjà vécu ça? Okay. Comment tu as fait? Donc, il faut aussi des mentors ou à défaut des entrepreneurs qui ont plus d'expérience. Plus chevronnés. Voilà, exactement. Qui vont toujours te dire, écoute, voilà, ça va passer. Mais une fois de plus, quand on a un objectif qui est clair et qu'on est animé par la passion,
Écoute, moi, me suis toujours dit que une mauvaise journée dans l'entrepreneuriat, c'est normal. D'accord. Donc, quand j'en ai une, c'est normal. Donc, quand la bonne arrive, là, c'est la fête au village. Ça permet de gérer les attentes. Comment est-ce que tu arrives à concilier justement tes engagements professionnels qui sont multiples et une vie de famille? Excellente question. Alors, le défi, c'est de lancer et d'automatiser autant que possible. Parce que c'est pas toujours évident. Quand je dis automatiser, c'est de s'entourer de personnes qui vont s'occuper des tâches répétitives, donc sans trop de valeur ajoutée, pour se concentrer uniquement sur la gestion. Je donne l'exemple du restaurant. Mhm. Bon, si je n'avais pas un associé qui s'occupe en fait du volet cuisine, Saïko, que je salue d'ailleurs, big up, je n'aurais pas pu me concentrer sur d'autres activités en fait. Okay. Donc, et je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître aussi ses forces, ses faiblesses, et dans les volets où est-ce qu'on a des faiblesses, de s'entourer, de les confier à des personnes plus compétentes. Donc, je crois que c'est ce qui permet de pouvoir s'éparpiller, là, entre guillemets, c'est de pouvoir bien déléguer et bien s'entourer. C'est pas évident de déléguer. Tout le monde ne sait pas déléguer. Comment est-ce que toi, tu arrives à déléguer? Est-ce que c'est une compétence que tu as apprise ou c'est quelque chose qui t'est naturellement inné? Alors, c'est quelque chose que j'ai dû développer parce que je ne fais pas facilement confiance. Donc, ça a été difficile de déléguer. Un jour, j'ai ma gestionnaire, quand j'étais encore à la banque, Julie, que je salue d'ailleurs, Julie Paquin, elle m'a dit, déléguer, c'est très simple. Elle dit, chaque personne a son taux horaire. Donc, toi, par exemple, par rapport à ce que tu fais, tu es à $500 de l'heure. Un exemple comme ça que je donne. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Donc, elle dit si... Embauchez-moi tout de suite. Alors, elle me dit, si tu vois qu'il y a des tâches que tu dois faire qui coûtent moins de $500 de l'heure, il faut que tu les délègues. Si c'est plus que ça, tu peux les faire parce que si tu es en train de faire une tâche qui est inférieure à la valeur, entre guillemets, que tu vaux, il faut déléguer. Donc, depuis que j'ai ce mindset-là, je change plus de robinet, j'essaie plus de jouer à l'électricien, faire des petits travaux, parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de travaux. Oui. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, de déléguer plus facilement, parce que je suis un maniaque de l'optimisation du temps. Et je me suis rendu compte que quand je faisais ça, en fait, je perdais mon temps. Et en plus de l'argent. Ben voilà, D'accord. exactement. Voilà. D'accord, parfait. Parfait. Est-ce que tu peux nous faire part de certains défis auxquels tu as été confronté et que tu as réussi justement à surmonter dans ton projet ou en tout cas dans ton expérience en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, je suis sûre qu'il y a plusieurs anecdotes, mais une qui t'a particulièrement marqué? Je te dirais que Québec, enfin, en étant parce que je reste à Québec, hein, dans les débuts, surtout dans l'immobilier, où il n'y avait pas encore beaucoup d'acteurs issus en fait de la diversité. C'était de démontrer en fait que c'était possible. Et moi, je me suis toujours dit que en fait, quand tu n'es pas dans ton environnement, pour avoir la même chose, il faut faire 10 fois plus. Et c'est vraiment une question de mindset parce que quand tu pars avec cet état d'esprit, il n'y a plus de oui, j'ai fait la même chose, non. Tu n'es pas dans ton environnement, de la même chose que quelqu'un d'ici qui irait se lancer en Afrique. Donc, il faut faire 10 fois plus d'efforts. Et je suis prêt à l'accepter et à le faire. Mais c'est juste qu'une fois que tu es rendu au bout, et que, parce qu'au début, il faut toujours faire ses preuves. Hein. Une fois qu'on reconnaît que oui, bah, écoutez, finalement, il est capable de le faire, là, c'est plus facile. Mais il y a un step pour en arriver là. Et justement, pour ceux qui se lancent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, on voit des gens à Dubaï, dans des grosses caisses, qui disent qu'ils font beaucoup d'argent en peu de temps. Déjà, beaucoup d'argent et peu de temps, c'est un red flag. Donc, à moins de faire certaines activités que je ne nommerai pas ici.
Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a probablement beaucoup de jeunes qui vont t'écouter et certains ont malheureusement cette idée ou en tout cas cette vision biaisée de l'entrepreneuriat. C'est je veux me lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir riche demain. Or, comme tu l'as si bien rappelé, ça prend des heures d'engagement, de sacrifice, de dédication, de travail acharné. Et c'est au bout de plusieurs années, je pense, que tu commences à récolter les fruits de ton dur labeur. Exact. Mais la voie rapide n'existe pas. C'est ça. Et j'ai oublié le nom du livre, mais un livre qui disait... j'ai oublié l'auteur, mais bref, en résumé, il disait qu'il fallait, à partir de 10 000 heures dans ton domaine, tu es considéré comme un expert. Donc, moi, je mets ça dans la tête. Je dis, tant que tu n'as pas atteint tes 10 000 heures, là, tu n'es pas arrivé, quoi. Donc, il n'y a pas d'accélérateur. Hein. Tout ce qui va trop vite, en général, c'est pas... En tout cas, ça n'apporte pas grand-chose. Tu parlais tout à l'heure de quand tu t'es lancé dans l'immobilier ici à Québec, parce que tu es ici à Québec. C'est-à-dire que tu es présent en Afrique, mais tu es aussi présent ici à Québec? Oui, j'ai l'opportunité d'avoir fait mes armes à Québec. C'est un militaire qui parle. Aussi. Et en fait, j'ai commencé à bâtir ici. Et c'est le levier d'ici qui m'a permis de commencer à regarder ailleurs. Donc, c'est la base. Et je dis toujours, là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous êtes établi, c'est là-bas qu'il faut bâtir, en fait. Je cherche le nom, là, le basement, la base, solide. Les fondations. Pouvoir fondation, merci. Et se servir de levier maintenant pour regarder ailleurs. Parce que si on n'est pas assez solide où est-ce qu'on est, qu'on a les jambes qui sont molles, qui tremblent, on ne peut pas regarder de l'autre côté si on tremble déjà là où est-ce qu'on est. Donc, voilà. Alors, on a tous vu nos parents travailler dur en Occident avec ce désir ardent qu'un jour ils pourront rentrer au pays. Comment t'expliques cet attachement à la terre? Moi je connais personne en France, quelle que soit la nationalité, issue de la diaspora africaine, qui n'a pas ce désir d'avoir son bien immobilier chez lui. Je dirais quasiment que c'est magique. Hein. C'est dans l'ADN. Moi, j'ai une image en tête quand tu me parles de ça. C'est qu'à un moment donné, j'arrivais à Ouagadougou. Et mon voisin, dans l'avion, en fait, ça faisait peut-être 15 ans qu'il n'était pas rentré. Pour toutes sortes de raisons. Et dès qu'il est descendu de l'avion, il s'est mis à genoux. Et... il a fait un bisou sur le sol. Ouais. Je le regardais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoute, ça fait tellement longtemps que j'y pense. Dès qu'il est, c'était automatique. Donc, je crois que c'est dans l'ADN, carrément. Et quand je te dis ça... Est-ce que tu retrouves ça avec d'autres communautés ou c'est juste... Tu es présent en République dominicaine, tu es présent aussi au Mexique. Est-ce qu'ils ont ce même attachement avec la terre ou c'est juste je pense que oui. Hein. L'exception africaine, si je peux dire ça comme ça. Je pense que c'est... Moi, je crois que c'est universel. D'accord. Il y a une émission que j'aime bien beaucoup sur Casa qui s'appelle Expat. Donc, sur la vie des expatriés québécois dans le monde. Et bien souvent, il leur dit, est-ce que vous pensez rester là? Ils disent, oui, c'est bien que c'est le fun ici, peu importe où ils sont. Mais j'aimerais, à la fin, à la retraite, revenir au Québec. Et je crois qu'à la famille aussi, se rapprocher des siens. Il y en a qui adorent le froid. Et d'ailleurs, pendant mon cours de guerre hivernale, on faisait des expéditions en motoneige, en ski. C'était extraordinaire. Donc, souvent, ceux qui n'aiment pas le froid, je les mets au défi de tester quelques activités. Et... souvent, le défi, c'est qu'on ne fait pas confiance aux vêtements. Ici, les vêtements sont équipés pour être même à moins 50 dehors. J'ai fait un exercice à moins 70 degrés à Saskatchewan et je sentais rien. Donc, il faut faire confiance aux vêtements et voilà, apprécier les joies de l'hiver. Quoi. Parce qu'il y en a. Ça fait combien de temps que tu es ici? 24 ans. OK. Excuse la Française qui vient d'arriver et qui essaie encore de s'acclimater. Non, mais même au Japon, on avait les classes de neige quand j'étais à Tokyo. Oui, donc on faisait du ski. Non, je pense que c'est dans la tête. Hein. OK. Ouais. Bon. Il y a moyen de se faire plaisir. J'y arriverai. Et tu essaieras les traîneaux de chiens aussi. D'accord. Extraordinaire.
Ça marche. Alors, qui sont tes clients, Wilfried? Surtout la diaspora, les investisseurs locaux, des étrangers? Qui investit en Afrique? Alors, principalement, je te dirais 90% la diaspora. Donc, et la diaspora africaine, pas nécessairement dans leur pays d'origine, mais chez eux comme dans d'autres pays d'Afrique. Et j'ai un 10%, on va dire, non africain. Quand j'ai ouvert le cabinet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens. Okay. Ça m'a étonné. Qui m'approchaient pour investir en Afrique. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui ressort curieusement, c'est moi qui trouve ça curieux, mais après ils m'ont expliqué que pour des raisons d'histoire, au Bénin. T'es pas présent au Bénin? Non, pas encore. Donc du coup là, je suis à la recherche d'un partenariat au Bénin. On lance l'appel. Si vous connaissez des promoteurs immobiliers sérieux ou des banques qui peuvent financer les Béninois de la diaspora ou investisseurs, je suis preneur, toujours le premier cobaye. D'accord. Alors, on connaît tous quelqu'un qui a vécu un cauchemar en voulant investir au pays. Oui. Terrain vendu plusieurs fois, des faux titres de propriété. Comment est-ce que Afro Immobilier protège ses clients justement de ces arnaques? Parce que c'est le terme. Effectivement, ou des gens qui ont confié la construction à des membres de leur famille. Aïe. Ça, c'est le classique parce que tu ne peux pas faire grand-chose. Hein. Tu ne peux pas faire emprisonner un cousin, un frère. Alors, ce qui me permet, en fait, entre guillemets, de sécuriser la transaction, c'est que, premièrement, il faut savoir que si vous prenez un crédit immobilier, je sais que ce n'est pas dans la culture africaine, mais le crédit est un levier. Quand vous prenez un crédit immobilier avec une banque, la banque va prendre votre bien en garantie. Et vous pouvez être certain que la banque va faire toutes les vérifications nécessaires avant de prendre le bien. Donc, ce travail de diligence que vous avez à faire sur la propriété, c'est la banque qui le fait. Et souvent, c'est le notaire de la banque. Donc, en rentrant dans cet écosystème, c'est plus difficile. On ne va pas dire impossible parce qu'il y a des champions en Afrique, là, mais c'est beaucoup plus difficile de faire une mauvaise transaction, quoi. Il y a des champions partout. Pas simplement en Afrique, il y a des champions partout. Partout. Mais il y a un pays que je ne citerai pas là, eux, vraiment. C'est pas simple. Première lettre? Non, je préfère pas parce que c'est peut-être un pays où j'aurais envie d'investir. Donc c'est ça, c'est vraiment cet écosystème. Et j'aime bien le fait de travailler avec des promoteurs accrédités par la banque. Parce que, imagine si tu achètes un projet, tu prends le financement avec la banque, avec un promoteur que la banque connaît depuis longtemps, qui a son compte commercial dans cette même banque, c'est quand même difficile de se faire avoir. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu proposes des Airbnb, des maisons, des appartements, des condos clés en main? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi l'offre de Afro Immobilier? Alors, Afro Immobilier offre un service d'accompagnement clé en main pour l'acquisition d'un bien immobilier. Donc tu ne construis pas? Je ne construis pas du tout. Je ne suis pas une banque. Peut-être un jour. D'ailleurs, je crois qu'avec les défis de financement qu'on a, un autre des projets serait d'avoir un fonds privé dédié à la diaspora. Donc, je suis en discussion avec quelques fonds, mais ça peut prendre des années. Hein. Donc, ça, on va mettre ça en 2030. Et donc, c'est ça. C'est de l'ouverture de compte à la recherche de financement, à la recherche du bien immobilier, à la signature chez le notaire, et pour ceux qui veulent, à la gestion locative de type Airbnb ou longue durée. Absolument. Donc, moi, je l'accompagne dans tout ce process, mais avec des partenaires pour chaque process dans chaque pays. Et l'idée, c'est de chapeauter en fait toute la transaction de A à Z pour être sûr que tous les liens entre chaque étape se font et se font avec des partenaires sérieux, accrédités, vérifiés. Alors, prenons un exemple concret. Je veux ma maison sur le bord de la mer au Sénégal. Comment ça fonctionne? Alors, la première étape, c'est de déterminer en fait quelle est ta capacité. À moins que tu achètes cash. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça peut arriver aussi.
Mais l'idée, c'est avec la banque locale, de déterminer quel est le montant qu'elle peut te prêter pour l'acquisition donc, de ton bien, ce qui permet de déterminer ton budget. Une fois que ton budget est déterminé, c'est de voir en fait dans la région où tu vas acheter. Je donne par exemple Assigny en Côte d'Ivoire. Quels sont les promoteurs avec lesquels la banque fait affaire qui proposent des projets sérieux. Tu peux aussi proposer un bien que toi-même tu as trouvé, mais là, moi, je me désengage du process parce que c'est toi qui es allé chercher ce bien-là. Donc, je ne sais pas s'il est vérifié, si les titres sont corrects. Donc, l'idéal, c'est de passer par toujours un promoteur accrédité par la banque pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. D'accord. Une fois que tu as trouvé le bien, la banque va financer plus facilement parce qu'elle connaît son partenaire. Donc, le bien. Ensuite, tu passes chez le notaire. Et après, il y a la compagnie de gestion qui va te proposer la location courte durée ou longue durée, donc selon tes besoins. Donc, tu ne proposes pas de terrain non plus. Si je te dis, je veux une maison à Sali, toi, Pas pour le moment, parce que le credo de l'entreprise, c'est de convertir les rêves en adresses. Et pour pouvoir le faire de manière assez sereine, j'évite pour le moment ce type de projet, donc autoconstruction, parce que même au Québec, j'ai financé quelques autoconstructions et il n'y en a aucune qui s'est terminée comme prévu. Pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pour ça que je cible principalement des propriétés existantes ou des nouvelles propriétés, mais où il reste juste la finition donc, à effectuer pour que la location puisse se faire rapidement. Tout ce qui est acheté aujourd'hui, livrable dans 3 ans, là, on ne rentre pas dedans. Ok, garde-moi une maison quelque part au Sénégal. S'il te plaît, merci. Le temps que je finisse mes études et que je m'insère dans le marché processus. Absolument, absolument. Alors, comment est-ce que tu arrives à te positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel? Tu as mentionné tout de suite la Côte d'Ivoire avec Assigny, où les Libanais sont très présents depuis un certain nombre d'années. Et maintenant, tu as les Qataris qui investissent massivement aussi en Afrique, et notamment dans l'immobilier. Comment est-ce que toi, tu arrives à te démarquer? Comment est-ce que tu fais la différence? Alors, eux, ils sont plutôt dans la vente de propriétés. Moi, je les vois même comme des partenaires, en fait. D'accord. En règle générale, la notion de concurrence existe, mais moi, je vois en chaque concurrent un potentiel de partenariat. Au Burkina, par exemple, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai un promoteur marocain. Donc, j'aurais pu me dire, ben non, c'est un Marocain, un compétiteur. Non, je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, tes produits sont top. Moi, je peux t'emmener des clients. Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Il a dit, pas de problème. Donc, là, on est justement sur des transactions en ce moment. Au Burkina, j'ai un Turc qui est là, ouais, carrément. Et... la Turquie investit aussi maintenant dans l'immobilier? Absolument. Et non pas simplement les Turcs investissent. Et moi, je vois ça d'un bon œil parce que ça vient rehausser, en fait, le niveau, la qualité, en fait, des constructions qu'on a. Parce que oui, on a des promoteurs locaux qui font des choses pas mal, qui sont très intéressantes. Souvent, la lacune, c'est au niveau de la finition. Donc, le fait de voir arriver ces concurrents ou ces investisseurs, je préfère dire investisseurs, qui amènent une fraîcheur, qui amènent une qualité, en fait, ça amène tout le monde à élever le niveau. Absolument, c'est ça. Donc, il y a tellement de goût qu'un seul promoteur ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, quoi. Donc, voilà. Le 6 mars dernier, le Canada a dévoilé sa nouvelle stratégie mondiale pour l'Afrique. Qu'en penses-tu? C'est une excellente initiative. Je dirais qu'il était temps. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, le Canada, je pense, je ne dirais pas qu'à intérêt, mais devrait plutôt développer des nouveaux partenariats. Et je pense que ça fait un petit moment que l'Afrique est un petit peu délaissée. Alors, je crois que c'est une belle opportunité de bâtir des ponts solides, que ce soit en termes de produits, l'exportation de services. J'ai un ami qui me disait que ça pouvait même leur revenir moins cher de faire venir les mangues
de l'Afrique plutôt que de les prendre au Mexique avec toutes les guerres tarifaires. Mhm. Donc, non, moi, je le vois d'un bon œil. Et plus personnellement, le Canada a une expertise en termes de crédit immobilier, en termes de gestion immobilière. Donc, pouvoir faire le pont, d'ailleurs, ça, c'est un des défis avec les partenaires locaux, c'est de pouvoir apporter en fait l'expertise canadienne pour les intégrer dans leur process, pour les rendre plus flexibles et voilà, plus faciles en fait à octroyer les crédits, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu penses que cette nouvelle stratégie, c'est peut-être pas le terme que je devrais utiliser, mais j'en ai pas d'autres là actuellement, est à la hauteur? Tu viens de mentionner la Turquie qui était présente sur le continent africain. Tu as mentionné aussi, ou on a mentionné en tout cas le Qatar, on a mentionné le Liban, la France, même si elle est décriée actuellement. Tu as bien évidemment la Russie et puis la Chine qui sont présents. Est-ce que tu penses que l'offre canadienne, en termes d'investissement, est à la hauteur des défis, des enjeux actuels du continent? Alors, chaque pays a sa niche. Oui. Voilà. Je pense que quand on regarde, d'ailleurs, j'ai vu avec la fête du Canada, je crois que c'était au Burkina Ouaga, et je voyais les sponsors, donc je voyais les mines, parce que le Canada est très présent avec les mines d'or en Afrique, au Burkina aussi, de manière plus importante, on va dire. Donc, je crois qu'ils sont déjà présents, mais il y aura un intérêt à diversifier, en fait. Quand je regarde aujourd'hui, l'Afrique a besoin de s'élever au niveau de l'éducation. Si on voit la plupart des pays qui réussissent, c'est parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Et je pense que le Canada a beaucoup à apporter, pas nécessairement en investissant dans des produits au niveau de l'exportation, etc. Mais elle peut investir dans des secteurs qui vont être beaucoup plus payants, entre guillemets, à moyen long terme, comme l'éducation. Parce qu'on a un bon système éducatif ici. Et aider l'Afrique à augmenter le taux de scolarisation. Je pense que, en tout cas, il y a ces créneaux-là qui peuvent être beaucoup plus, je crois, porteurs et plus de valeur ajoutée aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas juste l'exportation. Hein. Il y a Mais je te rejoins d'autres facteurs de développement. Ouais. Je te rejoins effectivement quand tu dis que le Canada gagnerait à diversifier effectivement. Tu t'as mentionné le Burkina Faso où tu as les compagnies aurifères canadiennes qui sont présentes. On peut prendre le cas du Mali également, où il y a actuellement un contentieux entre l'entreprise Barrick Gold et l'État malien. Donc, c'est sûr qu'il va falloir diversifier pour rester compétitif. Et ne pas nécessairement aller dans des secteurs où Parce que le Canada, c'est relativement petit par rapport à des économies comme la Chine. Oui. Donc, quand on se lève pour aller compétitionner la Chine dans un secteur, faut avoir bien mangé, quoi. Parce que Donc, je pense que stratégiquement, il faudrait peut-être regarder des secteurs qui sont délaissés, mais à forte valeur ajoutée, et se concentrer là-dessus. OK. En 2020, le président ghanéen Nana Akufo-Addo invitait la diaspora africaine à retourner investir au Ghana. 2020, the year of the return. Toi qui es présent au Ghana, est-ce que ça a eu un impact sur ton activité? Oui et non. Oui, parce qu'il y a eu un très, très gros engouement. Je pense que même ce programme fermait très rapidement parce qu'il y avait trop de gens, principalement des Américains, des Britanniques. Après, il y a eu la crise économique, le cedi, la monnaie donc s'est beaucoup dévaluée, assez que les propriétés se vendent en US, au Ghana, pas en cedi, parce que la monnaie faisait le yo-yo. Mais je lisais il y a 2 semaines que le cedi avait repris 47% Absolument. de sa valeur, donc ce qui est une excellente nouvelle. Donc je pense que ça va encore venir plus booster en fait les investissements au Ghana. Et on voit même ici en fait que justement les Béninois, les Haïtiens pardon, dont je parlais, qui avaient un intérêt pour le Bénin, en attendant d'avoir des solutions plus concrètes, lorgnent beaucoup le Ghana, absolument. Donc, je crois que beaucoup de pays ont adopté aussi ce programme-là de Return Home
parce que quand les investisseurs arrivent, il y en a qui viennent s'installer. Ils viennent avec de l'argent frais, ils investissent dans l'économie. Et il y a le test, là, Ancestors, que j'ai fait, parce que je dis que c'est bien d'être curieux. J'ai découvert d'ailleurs que j'étais moitié nigérian. Yoruba. Mais... Je vois la physionomie. Ah oui. Il me manque un peu de couleur peut-être avec les chapeaux et tout. Mais ça a permis à beaucoup de personnes de réaliser en fait, ah ben tiens, je viens de tel endroit. Certains citoyens ont été naturalisés. Bon, oui. C'est vrai que c'était des coûts marketing, surtout les grandes vedettes qui ont eu la citoyenneté. Mais je crois que oui, beaucoup regardent, surtout depuis l'affaire de George Floyd. Beaucoup se sont dit, surtout ceux qui sont remote, ils disent, ben, si je peux travailler à distance, pourquoi rester ici alors que je peux apporter plus de valeur ajoutée là-bas et de fuir l'hiver. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le Bénin qui vient récemment de permettre aux afro-descendants dont les parents ou les ancêtres ont été pris pendant la colonisation d'avoir cette citoyenneté béninoise et de pouvoir retourner s'installer au Bénin. Donc, il y a aussi cette démarche politique de permettre un retour. Alors, tu es engagé, tu es un entrepreneur très engagé. La philanthropie te tient à cœur. Tu as fondé la Brigade de soutien au sport burkinabé, BSB. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, absolument. C'est un organisme, en fait, qui récupère ici tout ce qui est matériel sportif, matériel éducatif, mais surtout sportif, parce que bon, c'est le sport que je voulais encourager au tout début. Donc, j'ai des partenariats comme Sport Contact, que je salue d'ailleurs. Donc, quand ils ont des retours ou de l'équipement usagé ou même neuf avec des petits défauts, ils les donnent. Et donc, c'est acheminé donc, au Burkina Faso dans des écoles défavorisées. Avec ce qui s'est passé, en fait, les attaques terroristes avec les déplacements de population. Oui. Entre-temps, cet équipement a été donné aux déplacés internes. Donc, on a mis une pause sur le sport et voilà. Donc, tout ce qui est vêtements, équipements sportifs. Et je pense que depuis cette année, donc, on revient à la mission d'origine, donc, qui est de donner donc, du matériel, de l'équipement aux écoles. Je compte m'associer bientôt avec 2 amis, un qui est plus dans les librairies, donc pour les livres, et un troisième plutôt, qui lui est infirmier, donc avec l'envoi de matériel médical. Exactement. Donc BSB 2.0. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de redonner comme ça à la communauté, ou en tout cas, pourquoi est-ce que c'est important de s'investir dans la philanthropie? C'est le cycle de la vie, en fait. Je pense que j'ai eu la chance de recevoir pas mal. Et on ne va pas juste recevoir, hein. Il faut donner. Hein. Et je me suis dit, bon, avec l'opportunité que j'ai eue ici, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein. Prendre une journée pour aller chercher du matériel, faire des boîtes, les acheminer dans un conteneur, pour moi, c'est une journée. Mais là-bas, ceux qui les reçoivent, en fait, ça peut faire une différence. Et même quand c'est une journée d'hiver à moins 30, moi, ce qui me motive à le faire, c'est quand je rentre et que je vois, en fait, l'éclat, la lumière dans les yeux de ces enfants. Je me dis que, voilà, même à moins 50, on y va, quoi. Ouais, ça fait vraiment la différence. Tu essaies de me convaincre de rester par des températures. Oui, parce qu'il y a des facilités ici. Oui, c'est vrai. Et dernièrement, au Québec aussi, on a vu que le filet social s'est un petit peu dégradé. Hier, je voyais qu'il y avait combien? 16 000 ou 30 000 personnes qui n'avaient pas de logement. Donc, ce qui fait que depuis 1 an à peu près, il y a une partie quand même qui est redistribuée ici aussi, oui, effectivement. Toujours dans les écoles, ou comment est-ce que est-ce que c'est des associations communautaires, ou comment est-ce que tu... Non, les éco-centres, là, comme à côté, on a un village des valeurs, par exemple, à qui on va les porter, ou les organismes
Pas trop. Est-ce que c'est pas trop? En tout cas, des organismes, en fait, parce qu'il y a... je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais avec l'arrivée massive d'immigrants, il y en a beaucoup qui arrivent aussi, mais qui n'ont pas grand-chose. Voilà. Donc, on essaie de faire un peu moitié-moitié. Une partie en Afrique et puis une partie ici également. Ici aussi. Alors, tu es partenaire, on l'a mentionné en filigrane, un peu de Grilla d'ILKB. On salue Sekou, qui est aussi partenaire sur certains de mes projets, et notamment un beau partenaire sur le mois de l'histoire des Noirs de l'Allier. Un associé incroyable. Tu n'auras pas d'augmentation. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? J'ai ouï dire qu'il y avait un barbershop qui allait potentiellement ouvrir. Il y a peut-être aussi un projet d'un deuxième restaurant. Alors, est-ce que tu peux... alors, effectivement, je ne sais pas qui a vendu la mèche, mais... Je suis bien informée, je fais mes devoirs. Mais j'ai la chance de m'être associé avec Sekou. Vous êtes rencontrés à l'Université Laval? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non. Ça fait... un peu moins de 2 ans qu'on se connaît. En fait, on s'est connus grâce au restaurant. On ne se connaissait pas du tout avant. D'accord. Ouais. Mais ça a bien cliqué, donc l'aventure continue. Et l'idée, c'est de voir l'opportunité d'en ouvrir un deuxième à Lévis. Parce que, bon, les gens de la rive sud se plaignent parce qu'on n'arrive pas à livrer là-bas. Et c'est vrai qu'à Québec, le local commence à être un petit peu trop petit pour la demande qu'on a. Donc, l'idée, c'est d'agrandir avec potentiellement là, une deuxième succursale. Il y a l'idée, effectivement, du barbershop. Pas très loin du restaurant, d'ailleurs, là, à l'étage. Où est-ce que vous êtes situé? Au 679 rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, hein? On mange, après on se fait beau, ou on se fait beau et après on mange. Donc... Et ta vision, comment est-ce que tu vois Afro Immobilier et tes projets dans les prochaines années? Donc, tu as mentionné 2028, 2030, mais entre 2028 et 2030, comment est-ce que tu vois l'évolution de Afro Immobilier? Alors, j'aime bien avoir des objectifs chiffrés. Donc, mon objectif, c'est d'accompagner une centaine de clients chaque année et en parallèle d'agrandir l'équipe. Là, actuellement, j'ai un représentant en France qui couvre en fait la clientèle de la diaspora de l'Europe, parce que ce n'est pas qu'au Canada, Amérique, enfin États-Unis, l'Europe également. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs représentants afin d'accompagner le maximum de personnes possible, mais je te dirais que c'est ça, une centaine de personnes par année, et par la force des choses, en agrandissant l'équipe, on pourra accompagner beaucoup plus de personnes. Et 2028, être partout en Afrique. Je te le souhaite. Merci réellement. beaucoup. Alors, l'émission touche à sa fin. Oh, pas déjà. Si. Wilfried, avant de conclure, quel message est-ce que tu aimerais adresser aux jeunes qui hésitent encore à entreprendre ou à investir en Afrique? Je dis jeune, mais je ne fais pas de jeunisme, mais toute personne qui serait intéressée, effectivement, qui serait intéressée à effectivement entreprendre ou investir en Afrique. Pour l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a plusieurs étapes clés. La première est de trouver le plus tôt possible. C'est vrai que c'est assez intangible, mais moi, je suis très cartésien, donc quand on n'est pas sûr, on y va par élimination. Si on enlève ce qu'on n'aime pas, forcément, on va se diriger vers quelque chose qu'on aime. Donc, il faut trouver sa passion, ce qui nous fait vibrer le plus tôt possible. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est sûr que se lancer avant d'avoir acquis de l'expérience, donc peu importe le domaine, je veux dire, si tu es dans la cuisine et que la cuisine, c'est ta passion, il faut au moins travailler pour une cuisine, donc pour prendre de l'expérience. Et après, s'entourer de personnes qui vont t'aider à ouvrir ton propre restaurant. De commencer en bas, être commis, puis graduer petit à petit les échelons pour pouvoir justement se lancer soi-même. Effectivement, et ne pas
tombé, je crois, dans le piège du salaire. Le confort. Est-ce qu'on te verse une rémunération dans les premiers mois, dans les premières années? Est-ce que tu te verses une rémunération? Parce que ça, on ne le sait pas, ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu étais en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu étais toujours salarié quelque part ou est-ce que tu étais full-time entrepreneur? Mais comment tu fais justement pour vivre au quotidien? Est-ce que tu te verses une rémunération? J'ai fait cette erreur c'est un risque plutôt, on va dire, calculé de me lancer en étant toujours à l'emploi. D'accord. Ce qui te permet d'être un petit peu moins stressé financièrement. Par contre, je crois que l'idéal, c'est de se focus à 100% parce que pour pouvoir atteindre l'objectif, pour que ça puisse fonctionner, je pense qu'il faut être dédié donc à 100%. Alors, si c'était à refaire, j'aurais travaillé, donc salarié pour bâtir l'expérience, aussi bâtir un fonds. Mm-hmm. Et une fois que tu as le fonds, là, tu peux te lancer à 100% dans ton projet. Parce que même des fois, 100%, c'est pas assez. Mais quand on travaille et qu'en plus on est dedans, on est à 50%. Donc, c'est difficile et même les gens ne vont pas te prendre au sérieux si tu es juste à 50%. Mais pour le faire sans stress, il faut avoir un coussin. Donc, on travaille, on prend l'expérience, on a un coussin et après on se lance. On s'entoure des bonnes personnes. Ça ne garantit pas le succès à 100%, mais ça limite les risques d'erreur quand même. Tu viens de parler de fonds et ça me fait penser justement au fait que moi, je ne suis pas sénégalaise. Je veux vraiment ma maison au Sénégal. Donc, comment je fais en termes de financement? Est-ce que le fait d'être franco-malienne, comment je fais mon financement? Est-ce qu'il y a un tarif particulier? Est-ce que c'est plus cher parce que je ne suis pas native sénégalaise ou... Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a des pays où ils financent uniquement les natifs. D'accord. Et des pays où il y a un programme pour les natifs et un programme pour les investisseurs. Donc, toi, si tu es franco-malienne et que tu veux investir au Sénégal, là, tu rentres dans le programme des investisseurs étrangers et les conditions sont différentes. Par exemple, pour un Sénégalais, une Sénégalaise, l'amortissement va être de 25 ans. Pour toi, ça va être un peu plus court, 15 ans. D'accord. Et les taux d'intérêt se ressemblent, donc il y a toujours des conditions pour les natifs parce que c'est plus facile de les rejoindre ou d'aller chercher le bien en cas de défaut de paiement, alors qu'un investisseur qui n'a pas d'attache avec le pays, ça peut être un peu plus risqué. Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours et ta vision avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer si ça vous a plu. Merci, à très bientôt. Merci Wilfried. Merci beaucoup et longue vie. Longue vie. À ton podcast. Merci beaucoup.